Le nombre de cas de Covid-19 passe à 27 au Burkina Faso avec malheureusement un décès. Bobo Dioulasso connaît également son premier cas de la maladie. L'évolution de Covid-19 est le seul sujet abordé au point de presse du gouvernement tenu ce mercredi. Le point complet à suivre dans quelques instants. À côté du gouvernement, les communautés religieuses se mobilisent pour stopper la propagation de la maladie. Au niveau de la communauté catholique, les messes et autres grands rassemblements sont suspendus. Une décision de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui vous sera détaillée dans cette édition. Dans l'actualité également, dans un an, Tenkodogo abritera une nouvelle usine d'égrenage de coton. Le lancement des travaux de construction de l'usine est intervenu hier pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Avec cette usine, ce sont plus de 200 emplois directs qui seront également créés. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, 27 cas de Covid-19 confirmés, dont un décès survenu dans la nuit du 17 au 18 mars 2020. Ce sont les derniers chiffres concernant l'évolution de la maladie au niveau du Burkina Faso. Des chiffres donnés ce mercredi par le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie du Covid-19 lors du point de presse du gouvernement. Amadou Ilboudo et Caroline Ouari. L'information est de première source. Le ministre porte-parole du gouvernement est le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie de Covid-19. Le 17 mars 2020, c'est-à-dire hier, nous avons enregistré le premier cas à Bobo et 7 nouveaux cas à Ouagadougou, ce qui porte à 27 le nombre de malades, dont 15 femmes et 12 hommes. Il faut signaler que 5 cas suspects ont été prélevés le 17 mars et nous sommes dans l'attente des résultats. Pour ce qui concerne le suivi des contacts, je vous rappelle ce que c'est que des sujets contacts. Il s'agit de personnes vivant dans le même ménage qu'un patient Covid-19 dans une période de 14 jours après l'apparition des symptômes. Il y a également parmi les contacts les personnes ayant voyagé avec un patient Covid-19 dans tout type de moyens de transport. Également des personnes travaillant à proximité ou ayant partagé le même environnement clos qu'un patient à Covid-19. Et enfin, de personnes ayant dispensé des soins directs aux patients Covid-19, travaillé avec des professionnels de santé infectés par le Covid-19, visiter des patients ou rester dans le même environnement proche d'un patient Covid-19. Pour ces derniers, donc je parle des contacts. Au jour du 19 mars 2020, nous avons un cumul de 231 contacts. Les deux personnalités rassurent cependant, tous les cas sont pris en charge dans des centres sanitaires adéquats. Les cas les moins virulents sont même traités à domicile. La mesure de la fermeture des frontières n'est pas exclue si toutefois l'évolution de la situation le commandait. Il y a un comité qui est là, qui va évaluer. Il y a un certain nombre de mesures. Je voudrais rappeler que le ministre en charge des Transports discute quotidiennement, pas quotidiennement, assez souvent avec les acteurs du secteur. Il les a rencontrés, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Si dans l'évolution de la maladie, les techniciens nous disent qu'il est nécessaire maintenant d'avoir des restrictions à l'entrée du territoire, on va le faire. Mais il ne faut pas perdre un aspect important, c'est que beaucoup de pays ont décidé de le faire, parfois de façon assez drastique. D'autres ont décidé de filtrer les entrées, d'autres ont encore décidé de réduire un certain nombre de mouvements. Chaque pays développe une stratégie par rapport à ce qui peut être l'intérêt le plus important de son pays. Et je pense que dans l'évolution des mesures, si les techniques nous disent qu'on doit arriver à ces mesures-là, nous y arriverons. Ce n'est pas que le Burkina ne veut pas fermer ses frontières, c'est que le Burkina fait le point et estime, en faisant la balance, comment nous gérons la situation, est-ce que c'est nécessaire de fermer, qu'est-ce que nous mettrons en contrepoids à l'intérieur, etc. Les informations fausses dans le but d'alarmer sont la phobie du gouvernement dans des situations comme celle présente. Aussi, un point de presse quotidien est l'une des réponses immédiates pour satisfaire le besoin d'éclaircissement de l'opinion et couper court aux informations erronées.
Et on apprend ce mercredi que Bobo Dioulasso enregistre son premier cas de coronavirus. Ce cas vient porter à 2 le nombre de personnes touchées par la maladie au niveau de la région des Hauts-Bassins. L'annonce est faite par le coordonnateur pour la riposte contre le coronavirus dans l'ouest du Burkina, qui rassure que les cas confirmés ne sont pas si graves. Plus de précisions avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Un cas de coronavirus confirmé à Bobo Dioulasso. C'est la déclaration faite par le coordinateur régional de la riposte contre le Covid-19. Le patient de nationalité étrangère est actuellement suivi par une équipe de santé. Il en est de même pour tous ceux qui ont eu contact avec lui. Le cas confirmé de Bobo Dioulasso, c'était un expatrié et dès qu'il est rentré, qu'il a présenté des signes, il a été mis en isolement. Et les quelques personnes qu'il a contactées sont également suivies. Ce cas de Bobo Dioulasso vient porter à 2 le nombre de personnes confirmées dans les Hauts-Bassins après celui de Houndé. Le professeur Armel Poda rassure que les cas enregistrés dans la région ne sont pas alarmants. Les 2 patients, que ce soit celui de Houndé et de Bobo Dioulasso, se portent très bien, ils n'ont aucun signe de gravité et ils sont suivis par nos équipes. Chaque patient est actuellement en isolement dans sa ville. Et il a été demandé aux populations de toujours alerter les services de santé pour tout cas suspect. Et pour être complet sur la situation du Covid-19 dans les Hauts-Bassins, on apprend que l'employé expatrié de la société minière de Houndé, qui avait été testé positif et qui était immédiatement pris en charge, se porterait bien. Selon les responsables de la mine, il ne présente aucun signe de la maladie, ainsi que toutes les personnes qui avaient été en contact avec lui et qui avaient été mis en isolement. Dans la riposte contre le Covid-19, les communautés religieuses se mobilisent aux côtés du gouvernement burkinabé. Dans la région des Hauts-Bassins, la coordination régionale de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso sensibilise les imams sur les mesures préventives de la maladie. La rencontre s'est tenue hier à Bobo Dioulasso en collaboration avec la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins. Karim Ilboudo et Karim Sissi. Tous contre le coronavirus. Ici à Bobo Dioulasso, agents de santé et imams affûtent leurs armes dans le but de remporter la bataille. Et la seule arme nécessaire et efficace pour vaincre cette maladie virale est le respect des consignes préventives. Il faut observer, c'est-à-dire les règles d'hygiène élémentaire, notamment faire la désinfection des mains. Voilà, avec une solution ou un gel hydroalcoolique. Voilà, ça c'est très important. Et puis lorsque le ministère recherche aussi des cas contacts ou des cas suspects, il faut que la population puisse collaborer pour retrouver ces cas-là pour le bénéfice en fait de la lutte. Les regroupements ne sont pas recommandés parce que, comme vous le savez, c'est la proximité qui répand facilement la maladie. Voilà, donc les regroupements, que ce soit les regroupements professionnels, religieux, voilà, c'est vraiment pas bien recommandé. Un message reçu 5 sur 5 par le bataillon d'imams. Des soldats qui comptent appliquer les consignes reçues ici à la lettre. Mieux, ces imams s'engagent à faire passer le message dans leurs différents lieux de culte afin de toucher le maximum de fidèles. Actuellement, pour entrer dans les mosquées, on va prédisposer du matériel. Nous faisons déjà les ablutions, mais nous allons par exemple joindre les savons ou les solutions hydroalcooliques. Et les salutations également, c'est secouer les mains, nous allons insister là-dessus. Mais d'autres aspects d'hygiène, ceux qui veulent tousser, ceux qui veulent éternuer, et l'entretien même des toilettes des mosquées, il y a nécessairement un changement de comportement qu'il y aura lieu à observer et pour faire obstacle justement à ces virus-là. Et aux organisateurs de rassurer que cette activité n'est que le début d'une série d'autres qui verront le jour très bientôt. Le but pour eux est d'épauler le gouvernement dans cette croisade contre le coronavirus. Du côté de l'Église catholique, l'on est passé à une vitesse
plus supérieure des mesures restrictives vient d'être prise dans le but de mieux protéger les fidèles et limiter la propagation du coronavirus. Il s'agit notamment de la suspension des messes et autres grands rassemblements de prière. La conférence épiscopale Burkina-Niger recommande aux fidèles catholiques de privilégier la prière en famille. Explication avec Salifou Belem et Sekou Zongo. Ce sont des mesures fortes de la conférence épiscopale Burkina-Niger pour faire face à la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Plus de grands rassemblements de prière, plus de grandes messes solennelles. Les fidèles sont invités désormais à privilégier la prière et les actes de foi individuels. Nous demandons à nos chrétiens de s'abstenir d'aller participer aux célébrations publiques, notamment la messe, les chemins de croix, les marches de carême, qui rassemblent beaucoup de personnes. Et nous leur demandons aussi de ne pas être dans des espaces vraiment très confinés où il y a beaucoup de personnes. Les églises restent cependant ouvertes et où les gens peuvent aller pour des dévotions personnelles et particulières. Mais nous n'aurons pas de célébration, grande célébration officielle. Il y a aussi nos maisons de formation où il y a beaucoup de personnes. Là aussi, nous les confinons et nous demandons aux gens qui allaient souvent là-bas pour les célébrations de ne plus y aller. Et nous demandons aux gens de développer beaucoup plus la prière personnelle et la prière en famille. Cette décision qui tombe à un moment de pénitence des fidèles chrétiens n'est en rien contraire à la foi. Bien au contraire, selon l'abbé Pierre Claver Belem-Sigli, le respect de ces dispositions est plutôt un acte de charité. Une forme de carême, c'est aussi d'aider nos gouvernants à maîtriser la vie des citoyens. Faire carême, c'est aussi quelque part améliorer notre cadre de vie et aussi aider toute personne à vivre pleinement sa vie d'homme dans la santé, dans le bonheur. La plus grande charité que l'homme puisse faire, c'est vraiment de travailler chaque jour à améliorer la santé et les conditions de vie des hommes. La décision de la conférence épiscopale Burkina-Niger de suspendre tout rassemblement au niveau des églises et des lieux de culte prend immédiatement effet. Elle est valable jusqu'au 4 avril, date à laquelle la conférence épiscopale appréciera. Selon Pierre Claver Belem-Sigli, secrétaire général de la conférence épiscopale, dans chaque diocèse, l'évêque pourra prendre d'autres dispositions complémentaires selon l'évolution de la maladie. À l'international, le premier responsable de l'Église catholique lance un cri de cœur. Le pape François plaide pour plus de solidarité envers les personnes touchées par la maladie ou en confinement. Le message du souverain pontife semble avoir eu un écho favorable à travers le continent européen. Le pape François a dédié sa messe de ce mardi matin aux personnes âgées qui, en temps de restrictions dues au coronavirus, sont parmi celles qui souffrent plus que d'autres de l'éloignement de leurs proches. Une prière d'espoir et de solidarité qui a été entendue aux quatre coins de la planète. Les influenceurs incitent à l'entraide intergénérationnelle. Les supermarchés instaurent des plages horaires dédiées aux personnes à mobilité réduite. Des associations se créent pour subvenir aux besoins des plus démunis par la crise sanitaire. Les gens nous appellent, nous avons 3 collègues qui traitent les appels et établissent des listes. Ils demandent quelques détails afin que nous sachions si la personne a vraiment besoin d'aide. Ils nous envoient cette liste sur un groupe Facebook, puis l'un d'entre nous dit « je vais m'occuper de cette commande » et nous continuons. Le nombre grandissant de citoyens du monde confinés chez eux, la solidarité s'exprime le plus souvent aux fenêtres et aux balcons des grandes villes. En Espagne, on applaudit à tout rompre pour rendre hommage au dévouement des équipes médicales, un phénomène qui fait désormais son apparition en France. En Italie, on reprend les plus grands classiques du pays, un autre signe d'unité.
Et puis, l'Union européenne décide de la fermeture de ses frontières pour 30 jours dans l'espoir d'endiguer le coronavirus. L'UE interdit désormais l'entrée de personnes n'appartenant pas aux États membres. L'annonce a été faite hier par la chancelière allemande Angela Merkel. C'est par vidéoconférence que les 27 se sont concertés sur les mesures à prendre contre la propagation du coronavirus. L'Union européenne se ferme au monde et interdit l'entrée dans l'Union pour 30 jours, avec un certain nombre d'exceptions pour les ressortissants européens et leurs familles, pour les résidents de longue date, pour les habitants de Grande-Bretagne, de Liechtenstein, de Suisse ou de Norvège, pour les diplomates, le personnel soignant ou les chercheurs. Pour limiter la propagation du coronavirus au niveau mondial, nous avons convenu de renforcer nos frontières extérieures en appliquant une restriction temporaire coordonnée aux voyages non essentiels dans l'Union européenne pendant une période de 30 jours sur la base de l'approche proposée par la Commission. Un des grands sujets aujourd'hui était bien sûr aussi les frontières intérieures et par conséquent les blocages qui adviennent. Il est absolument crucial de débloquer la situation. Trop de personnes sont coincées au sein de l'Union européenne et bien sûr, nous avons beaucoup d'embouteillages, de camions transportant des marchandises. Les marchandises doivent circuler librement. Nous avons besoin de ces marchandises pour le fonctionnement du marché intérieur. L'UE a également annoncé qu'elle allait coordonner le retour des Européens coincés à l'étranger. À Bruxelles, la Maison Europe est elle aussi silencieuse. Le bâtiment du Conseil européen est exceptionnellement vide. Retour au Burkina Faso pour les autres points de l'actualité. Dans un an sortira de terre une usine d'égrenage de coton à Tinkourgo dans la région du centre-est. La pose de la première pierre de l'usine est intervenue hier en présence du ministre en charge de l'industrie. En chiffre, la construction de l'usine coûtera plus de 4 milliards de francs CFA et va générer la création de plus de 200 emplois directs. Konsun Koulibaly et Tanga Kafandou. Dans le village de Belsé, à quelques encablures de Tinkodogo, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pose la première pierre de l'usine d'égrenage de Tinkodogo, une usine de Faso-Coton qui compte augmenter sa capacité à 70 000 tonnes. C'est une usine qui va nous permettre de pouvoir aussi penser à une extension possible et future, qui va être un futur qui va être déterminé par ce que nous allons vouloir faire dans l'avenir. Selon les porteurs du projet, l'usine va créer 200 emplois directs, écrire une nouvelle donne de l'avenir du coton au centre-est et créer un pôle économique à Tinkodogo. Le développement de région passe d'abord par l'industrialisation. Sans industrie, on n'avance pas. On peut construire un bâtiment et disparaître, mais quand on a une industrie, l'industrie reste et l'industrie est pérenne. Nous parlons du coton aujourd'hui. Le coton existe au Burkina Faso, en Haute-Volta, depuis les années 30. Pour les ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, c'est un maillon important de l'industrialisation burkinabé qui se fortifie, le maillon de la transformation. La stratégie nationale d'industrialisation est en marche. La transformation de nos matières premières de plus en plus sera une réalité. Et cela va nous permettre donc de créer d'autres unités industrielles. Vous savez très bien que 90% de nos huileries utilisent donc la graine de coton. Et je pense qu'avec l'installation de l'usine, ça va être un effet de multiplicateur. Parce que les producteurs vont s'intéresser certainement donc à la production de coton dans la zone. Et ça va nous permettre d'avoir plus de graines de coton et bien entendu d'avoir plus d'huileries qui sont des structures qui emploient énormément. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'investissement qui sera consacré à l'usine d'égrenage de Tinkodogo et Faso-Coton donne un an pour l'inauguration de l'usine. Avoir accès à l'énergie propre et à moindre coût, cela est possible avec le projet Backup solaire qui a déjà permis à plus de 850 ménages d'accéder à l'énergie. Naturellement, les bénéficiaires du projet sont satisfaits dans l'ensemble, selon le constat fait par le ministre de l'Énergie qui s'est rendu sur le terrain hier mardi. Le point de la visite avec Olopoda. Le ministre Bachir Ouedraogo sur les traces du projet Backup solaire, un projet pour permettre aux ménages et aux petites et moyennes entreprises de se doter d'équipements solaires de qualité, certifiés et à même de couvrir leurs besoins énergétiques. Plus d'un an après son lancement officiel, cette technologie visant à faciliter l'accès des populations burkinabées aux énergies propres fait des heureux.
Des bénéficiaires de la première phase du projet Backup solaire qui se réjouissent de leur choix. Ça m'a coûté 1 500 000, mais ce qui est intéressant, je n'ai pas payé un coup. Il m'a donné 3 ans de payer tout ce qu'il dit là. Ça me fait économiser beaucoup, parce qu'avant je paye les factures à 50 000 à 60 000 francs. Là, maintenant, je paie facture maintenant à 15 000 à 20 000 le mois. Ça nous aide aussi à travailler, à diminuer aussi la consommation de solaire, parce qu'il y en a plutôt une partie des machines qui carrément. Avec des installations qui s'adaptent aux réalités du pays et aux besoins des populations, le projet Backup solaire a touché à ce jour 850 ménages. Un résultat qui conforte le ministère de l'Énergie dans ses efforts en matière d'accès aux énergies renouvelables et à moindre coût. Les zones qui n'ont pas accès à l'énergie ont maintenant de l'énergie 24 heures sur 24. Ils ont la télé, ils ont les ventilateurs qui fonctionnent, ils ont la lumière et je pense que nous sommes petit à petit en train, en tout cas, de trouver les solutions et aussi permettre à ce que nous puissions aller vers la couverture universelle en matière d'accès à l'énergie. La seconde phase du projet, c'est pour bientôt avec un objectif de 3500 kits d'installation. Et le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo de rassurer que cette seconde étape mettra l'accent sur les Solar Home Systems avec une priorité accordée aux zones dites non loties. Question de booster l'accès à l'énergie dans les zones périphériques et surtout de conforter le positionnement du Burkina Faso comme pays leader en matière d'énergie solaire en Afrique de l'Ouest. Visite de terrain également pour l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou. La visite qui s'est déroulée hier a permis d'apprécier l'évolution des grands chantiers en cours d'exécution dans la capitale burkinabé. Ces chantiers concernent les voiries et les gares routières et leur financement s'élève à 33 milliards de francs CFA. Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. La gare routière Ouaga Inter, dans l'arrondissement 5, est en reconstruction. 4,63 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'Agence française de développement pour en faire une gare moderne avec plaques solaires sur la toiture du hall central. Le taux d'exécution est de 85% et la fin des travaux est envisagée pour le 15 avril prochain. Dans l'arrondissement 6, l'Agence française de développement finance à 9,9 milliards de francs CFA les travaux de 10 km de bitume avec 19 km de caniveau. Le taux d'avancement est de 52% et la livraison est prévue pour fin septembre 2020. À Tanguin, dans l'arrondissement 4, les travaux de voirie d'environ 3 km, 2 fois 2 voies, avancent également. Ils sont financés à environ 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. 2 chantiers sont en difficulté. À la sortie ouest de la ville, sur financement de 2,43 milliards de francs CFA, par l'Agence française de développement, l'aménagement de la gare routière Ouaga Ouest connaît un retard. La fin des travaux est prévue dans 4 mois, mais le taux d'exécution est d'environ 19%. Retard aussi pour les travaux de jonction des routes nationales numéro 4 et 5 traversant le camp militaire Babassi et les arrondissements 10 et 11. Ils sont financés à 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement. Il est prévu 10 km de bitume avec éclairage et ouvrage d'assainissement. Les travaux sont au niveau couche de fondation. Les entreprises ne sont pas les seuls responsables. L'administration aussi n'a pas pu mettre à leur disposition les sites libérés parce que vous avez vu que c'est des sites qui ont beaucoup de contraintes en termes d'occupation. L'investissement global de tous ces chantiers est de 33 milliards de francs CFA. Les entreprises sont mises en partie, mais il faut aussi regarder que de façon stratégique, tout n'a pas été mis en place pour les permettre d'exécuter convenablement justement ces ouvrages-là. Mais nous ne les dédonnons pas, nous disons qu'ils doivent aussi accélérer. Effectivement, aujourd'hui, nous avons constaté que c'est chose faite. Au canal du Moronaba, dans l'arrondissement 1, la fin des travaux est prévue dans 2 mois. Dans l'actualité également, les rideaux sont tombés sur la 2e édition des journées commerciales des produits bio-équitables du Burkina Faso. 3 jours durant, les initiateurs de l'événement ont échangé avec les jeunes dans le sens de les impliquer plus dans la promotion du commerce équitable. À la cérémonie de clôture, les meilleurs exposants ont reçu des prix. Nous voyons cela avec Karim Sissi.
Cette remise des prix constitue le dernier acte des activités de la deuxième édition des journées commerciales des produits bioéquitables du Burkina Faso. À cette occasion, 2 prix ont été décernés. Le prix du meilleur stand est revenu à Afrique Nature. Quant à celui du concours jeune, il revient à Mamadou Touré. Pour les organisateurs, tout comme les partenaires techniques et financiers, cette deuxième édition des journées commerciales des produits bioéquitables du Burkina Faso a tenu toutes ses promesses. En fait, je n'avais aucun doute sur le bon déroulement. Vous devez savoir que la plateforme a postulé à un concours de propositions lancé l'année dernière pour faire de la sensibilisation au commerce équitable et durable ici en Afrique. Et parmi 35 candidats, il y a eu juste 4 qui ont été sélectionnés dans la plateforme. Donc depuis le début, je savais que ça allait être un réel succès. Et je suis juste venue me convaincre par moi-même et je ne suis pas déçue. On a vu en tant que parrain, je suis vraiment très ravi. Et par rapport à l'organisation, vu le contexte national sanitaire qui les gens ont peur de participer, mais à la fin, on a vu que tout est rentré dans l'ordre et on a été là-dedans. La présente édition des journées commerciales des produits bioéquitables du Burkina Faso s'est tenue sous le thème « Rôle de la jeunesse burkinabé pour l'émergence du commerce équitable ». Elle a regroupé 200 participants. Et en 72 heures, plus de 5000 visiteurs ont été enregistrés au niveau des stands d'exposition, foires des promoteurs. Toujours à Bobo-Dioulasso, plus de 5 tonnes de vivres ont été gracieusement distribuées à des personnes vivant avec un handicap et à des veuves. Cette œuvre de charité et de solidarité est du collectif Kénédougou Benkati, une façon pour ce collectif de commémorer autrement la Journée internationale des droits de la femme. Nous suivons la remise du don avec Karim Sissi. La solidarité au cœur de la commémoration de la Journée internationale de la femme par le collectif Kénédougou Benkadi. Un collectif qui vole au secours des veuves et des personnes vivant avec un handicap. Des vivres leur ont été distribués, question de leur apporter un soutien à ces périodes difficiles. Cette manière de fêter est due au fait que de nombreuses personnes traversent une situation difficile et ce soutien leur permettra de fêter en ayant quelque chose à manger. Et la plupart des bénéficiaires sont des veuves. Visiblement très émus, les bénéficiaires ont manifesté leur reconnaissance vis-à-vis du collectif et de l'ensemble des donateurs. Des donateurs, des femmes mais aussi des hommes au grand cœur qui ont aussi marqué la cérémonie par leur présence aux côtés de ces femmes nécessiteuses. La femme qui nous donne la vie, la femme qui s'occupe de nos foyers, les femmes qui veillent sur nous nuit et jour. Donc chacun doit respecter copieusement les femmes. Et si on a décidé cette fois-ci de faire autrement. Donc c'est comme si c'est un message à toutes les femmes. Ce n'est pas la journée du 8 seulement. Les autres journées, nous devrons rester ensemble, s'aider, s'entraider, afin de pouvoir aider notre nation à avancer. Le fait d'avoir ces vivres nous réconforte énormément. On pourra au moins s'occuper de nos orphelins pendant quelques jours. Nous ne savons comment remercier les donateurs. Seul Dieu pourra le faire. Des actions de ce genre, le collectif Kénédougou Benkadi en multiplie. Plusieurs autres activités sont en vue, toujours dans le souci d'apporter du sourire et du soutien aux couches les plus vulnérables de la société. Le dernier élément de ce journal est une note triste. L'Assemblée nationale est en deuil avec la disparition de sa deuxième vice-présidente. La députée Rosemary Compaoré Nekonditamde est décédée dans la nuit du 17 au 18 mars 2020. Elle siégeait à l'hémicycle sous la bannière du parti Union pour le progrès et le changement UPC. Que son âme repose en paix.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.